Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le monde du crowdfunding, c'est l'ordonnance publiée hier qui fait de la France le premier pays à reconnaître officiellement ce nouveau mode de financement. Pourtant, seuls 31% des Français plébiscitent le financement participatif. Alors comment les rassurer et les convaincre? Benoît Bozoki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Smart Angels, lancé en mars 2012. Vous êtes également président de l'AFIP, l'association française de l'investissement participatif. Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Présidente du directoire de WeSeed, plateforme d'equity crowdfunding, lancée en 2008. C'était l'une des premières à se lancer à cette époque-là. 8 millions d'euros investis depuis. Et pour finir les présentations, 35 entreprises financées à ce jour. Vincent Kludkowitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de bienprévoir.fr. Alors Benoît Bozoki, on va revenir quand même rapidement sur ce que dit cette nouvelle loi. On va voir aussi ce qui pourrait être encore amélioré dans un second temps. Première chose, désormais, il y a un statut à part entière. Oui, alors tout à fait. La nouvelle réglementation qui a été adoptée par ordonnance en Conseil des ministres hier prévoit la création d'un nouveau statut, qui est le statut de conseiller en investissement participatif et qui donne un cadre légal aux plateformes, qui permettent d'avoir un cadre sécurisé pour les plateformes, pour les entrepreneurs qui vont chercher des fonds et pour les investisseurs. La deuxième chose, c'est le plafond qui a été augmenté à 1 million d'euros. Tout à fait. Alors ce plafond a été augmenté à 1 million d'euros, ce qui est une avancée considérable. Alors 1 million d'euros, c'était la demande des professionnels du secteur. Alors pourquoi 1 million d'euros? 1 million d'euros parce que c'est le haut de la fourchette de ce qu'on appelle l'equity gap, c'est-à-dire les problématiques de financement des entreprises dans des phases de démarrage et d'accélération. On dit entre 100 000 et 1 million d'euros, la chaîne de financement a du mal à accompagner les jeunes entreprises et donc le crowdfunding peut intervenir sur cette dimension-là. Alors il y a un autre point important, vous parliez du conseiller en investissement participatif, il y a un autre point important aussi de cette ordonnance, c'est bien entendu les garanties sécuritaires pour les épargnants, ça c'est important aussi. Là aussi il y a un plafond d'investissement. Alors le plafond d'investissement, c'est sur la partie du prêt, c'est-à-dire qu'effectivement sur les plateformes de prêt, vous pouvez prêter jusqu'à 1 000 euros. Donc voilà. Sur le prêt, il y a projet et par personne. Par projet et par personne, tout à fait. Sur l'investissement en capital, là il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que le régulateur et le législateur ont considéré que sur l'investissement en capital, les plateformes pouvaient fournir assez d'informations, que la prise de risque était connue dès le départ, c'est-à-dire que le risque et on pourra y revenir, l'investissement en capital est un produit risqué. C'est très très compréhensible par les investisseurs et donc c'est quelque chose qui n'a pas été limité. Donc la seule limite qui existe, c'est le million d'euros qui sera la limite par entreprise. Mais il a été incité sur l'accompagnement par la plateforme et sur les garanties, vous disiez sur l'information, ça c'est important. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en contrepartie, les plateformes ont des responsabilités en termes d'information, en termes de vérification de l'information et de la légalité des offres qui seront proposées à travers les plateformes, tout à fait. Alors Stéphanie Savel, avec WeSeed, c'est une plateforme d'equity crowdfunding, donc l'idée c'est bien sûr l'épargne d'investisseurs particuliers pour investir au capital de jeunes entreprises. J'imagine que ces mesures vous conviennent. En tout cas, et ce qui est important, on voit, c'est aussi la garantie pour les uns et pour les autres, et surtout pour les épargnants, peut-être ce qui pouvait porter un petit peu à discussion. Oui, alors je crois qu'il y a effectivement un peu de crainte parce que c'est quand même une industrie récente qui est en pleine explosion mais qui est récente, donc encore mal connue. Il y a pas mal de fantasmes, un peu peut-être aussi de chiffons rouges sur cette activité. Et c'est vrai que les points essentiels vis-à-vis de l'épargnant et vis-à-vis du particulier qui a envie de soutenir le financement de start-up, c'est de travailler sur la garantie des fonds, la garantie de la souscription pour contribuer à une plus grande confiance des épargnants dans ce genre d'activité et de placement. C'est la raison pour laquelle chez WeSeed, on a signé un accord expérimental pour l'instant avec le groupe Caisse des dépôts pour sécuriser les fonds qui sont versés par les particuliers sur un compte de souscription avant d'être versés à l'entreprise cible, à la start-up qui sera destinataire des fonds. Alors vous disiez à titre expérimental, on est en phase test, mais expliquez-nous concrètement comment ça va se passer et en quoi ça garantit effectivement les versements des épargnants. Alors concrètement, les fonds des souscripteurs donc seront versés en attendant que l'augmentation de capital de la start-up ait lieu, seront versés sur un compte déposé à la Caisse des dépôts qui garantit en fait que les fonds sont restent bien sur ce compte avant d'être versés au capital de la start-up. Et puis ensuite, une fois que l'augmentation de capital se fait, les fonds sont versés sur le compte de l'entreprise cible. Alors
dans le crowdfunding et la particularité en fait de ces plateformes, c'est que il y a une période de souscription qui est ouverte et jusqu'à la dernière minute, presque, j'allais dire, on n'est pas certain que l'augmentation de capital ait lieu. Et donc cette période-là est celle qui probablement alimente le plus les peurs peut-être, ou en tout cas la crainte que l'argent soit versé sur un compte, et après si l'augmentation de capital se fait pas, est-ce que je vais récupérer mon argent? Donc il y a ce genre de questions que les épargnants se posent. Donc l'objectif de cet accord expérimental avec la CDC, c'est vraiment de voir dans quelle mesure cette période transitoire un peu problématique peut être sécurisée auprès d'un acteur institutionnel incontournable et par nature au-delà de tout. Normalement irréprochable. Voilà, irréprochable. Quoique, c'est vrai que par les temps qui courent, c'est compliqué. Vincent Kutkovitz, quand vous entendez tout ceci, est-ce que je vous entends souffler dès maintenant, vous êtes à la tête de bienprévoir.fr, est-ce que pour vous ça diminue un petit peu les risques d'un financement participatif? On vous sent un petit peu mitigé sur ça. On est très mitigé. Je suis très heureux que cette ordonnance arrive parce que ça fait moi depuis quelques temps que je suis un peu les plateformes de crowdfunding et il y a un mot qui n'apparaît jamais, c'est le mot risque. Aujourd'hui, on va devoir l'afficher. Je peux vous dire que nous agissons dans le cadre légal de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité de marché financier, et on ne pourrait absolument pas fonctionner aujourd'hui avec les mêmes termes qu'utilisent aujourd'hui les plateformes de crowdfunding. C'est-à-dire que le risque est inexistant. Ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'apparaissait pas. J'espère que ça va changer. Mais moi, je me place plutôt du côté de l'épargnant. Aujourd'hui, en fait, le but d'un conseiller en investissement financier, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'épargnant sorte au bout de quelques années avec un niveau de vie qui s'améliore, avec une capacité à financer sa retraite, à améliorer son niveau de vie au moment de la retraite. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est très bien en fait. On parle de quoi? On parle de 80 millions d'euros. On a fait une loi pour un volume d'affaires, si je peux dire, de 80 millions d'euros en 2013. 32 000 projets. Voilà, 32 000 projets, ça fait 2 500 euros par projet. C'est pas ça qui va changer aujourd'hui. Je me place une fois de plus du côté des épargnants. Je trouve que c'est très bien de donner du sens à des projets. C'est très bien d'aider des PME à trouver des fonds propres. Il y a un vrai souci de financement des fonds propres des PME en France. De ce point de vue-là, c'est très bien. Du point de vue de l'épargnant, je pense que c'est pas une révolution et c'est pas ce qui va aujourd'hui aider les épargnants français à améliorer leur niveau de vie à la retraite. Donc, ce que vous dites, effectivement, alors vous allez pouvoir vous défendre à droite, ne vous inquiétez pas, mais finalement, effectivement, strictement sur la rentabilité d'un tel investissement, pour l'instant, il n'est pas encore démontré tel que ça existe aujourd'hui. En revanche, ça peut être effectivement un geste de solidarité, et ça, vous en convenez? Tout à fait, c'est un geste de solidarité, ça donne du sens à son épargne, de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Mais on parle aussi aujourd'hui, et sur votre antenne, on en parle du matin au soir, du niveau de vie des gens, des salaires, du problème d'emploi et du problème de retraite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la priorité. Et la priorité, cette priorité-là, on n'y répond pas à travers le crowdfunding. 80 millions d'euros. En investissant dans des entreprises qui vont créer des emplois. Très bien, c'est très bien, mais ça ne va pas changer le problème de la majorité des Français. Or, les Français, aujourd'hui, ont un besoin d'épargne qui tient la route pour financer leur niveau de vie. On n'y répond pas aujourd'hui. Défense, à ma droite, Stéphanie Savelle, on voit que vous tenez. Oui, là, je vois un petit peu, mais c'est normal, c'est le propre d'une industrie naissante. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce point de vue-là, et notamment sur la question des risques. Tout à fait. Alors, je crois qu'il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. Le crowdfunding, en tout cas en equity, est effectivement une activité risquée, mais c'est pas lié aux plateformes, au crowdfunding, c'est lié à l'investissement en phase d'amorçage de start-up qui sont par nature au début de leur vie dans des phases risquées. Et il y a plein d'autres investisseurs qui investissent à ces phases risquées. Les fonds d'investissement, les business angels, même des particuliers à titre individuel. Donc il y a pas de... Les fonds et les business angels, c'est leur métier. C'est pas leur métier. C'est pas un métier. Les business angels sont pas forcément des professionnels. En tout cas, ils ont un oreiller, en tout cas, pour pouvoir venir voir. C'est pas une partie de leurs économies. Ça change, parce que la moyenne d'âge rajeunit, donc le risque intrinsèque à cette phase-là est pas propre au crowdfunding. Ce qu'il faut voir, c'est que les montants aussi investis sur le crowdfunding peuvent être des montants assez faibles. On peut investir à partir de 100 euros, donc ça relativise quand même la part du risque. Les plateformes ont toutes sur leur plateforme et sur les plateformes internet disent toutes précisément que c'est une activité risquée, et c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Là, franchement, je pense que c'est difficile à trouver, très difficile à trouver. Je finis juste, et puis après il y a un autre truc, et je laisserai Benoît aussi s'exprimer. Il y a un autre truc qui me fait aussi un peu réagir sur le fait que vous dites que la priorité des épargnants, c'est de préparer leur retraite. Je crois qu'il faut aussi replacer ça dans un contexte d'évolution sociétale beaucoup plus large, et depuis 2008, on assiste quand même à une vraie crise de l'intermédiation financière
financière et bancaire. Et ce qui marque et ce qui plaît, ce qui attire et qui motive dans le crowdfunding, c'est 3, je crois, termes extrêmement forts. C'est la proximité, c'est-à-dire que je peux choisir en fonction d'une proximité géographique ou d'intérêt, soutenir tel ou tel projet et telle ou telle entreprise. C'est la transparence, c'est-à-dire je choisis moi-même et je ne mets pas mon argent dans un livret LDD ou un livret A, je ne sais pas ce que ça va financer. Et c'est la traçabilité. Je sais à quoi va servir mon argent, c'est-à-dire financer une embauche, un investissement, En revanche, etc. Effectivement, on n'est pas certain de la rentabilité. On n'est pas certain de la placement. rentabilité du placement. C'est pas un placement, c'est une activité à risque. Ce qui motive, c'est l'envie de soutenir de la création d'entreprises en France, qui est extrêmement soutenue. Les startups sont depuis quelques années très très fortement soutenues, mais leur développement est problématique, notamment parce qu'elles manquent de financement et que la chaîne de financement au moment de l'amorçage en France, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, il y a quand même pas beaucoup de monde. Et jusqu'à présent, il y avait personne. Il y avait éventuellement les business angels, le crowdfunding, et maintenant il y a le fonds d'amorçage. Donc je crois qu'il faut replacer vraiment ça dans un autre contexte. Et l'ordonnance qui est sortie hier est très bien parce qu'elle crée un cadre. Et elle donne aussi des guides et des pistes pour réfléchir sur comment faire mieux après. Vincent Kutkovic. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est que la motivation sur laquelle on essaye d'attirer les épargnants ne joue uniquement que sur le sens qu'on donne au projet, le côté un peu solidaire, etc. Après tout, c'est un choix. Oui, mais bien sûr, mais on ne parle jamais de promesses de rentabilité. Justement, est-ce que vous avez pu calculer les uns les autres, je peux vous poser la question aussi à vous, Benoît Bazocchi, sur la moyenne de rentabilité des projets sur lesquels on investit en crowdfunding? Je ne sais pas, vous avez des chiffres là-dessus, Benoît Bazocchi? Alors, il n'y a pas forcément de chiffres aujourd'hui parce que le secteur est encore très naissant. En revanche, il y a un sujet, je reviens sur la question qui a été posée juste à l'instant. Il y a un sujet qu'on ne peut pas laisser dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que les plateformes n'alertent pas les investisseurs sur les risques, que les plateformes ne sont pas régulées, c'est faux. Nous avons tous des agréments de conseillers en investissement financier. Nous dépendons de l'AMF. Nous sommes contrôlés par l'AMF. Nous obéissons à un certain nombre de procédures et nous les appliquons. Donc, quand nous entrons en contact avec un investisseur sur Internet, nous signons des lettres de mission, nous vérifions les identités, nous alertons sur les risques et c'est notre métier aujourd'hui. Ce sera simplement précisé dans le cadre de la réglementation nouvelle. On va créer un statut nouveau et ce statut sera d'ailleurs dérivé du statut actuel avec lequel nous agissons. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on peut insister, c'est que nous avons déjà une activité régulée, simplement, elle sera mieux régulée et mieux adaptée à notre activité. Alors, le deuxième point ensuite, c'est que dire que on permet à des investisseurs, sans les alerter sur les risques, d'investir dans des entreprises dont on ne sait pas si elles seront rentables, dont on ne sait pas si ça rentre dans leur stratégie d'investissement, ça, je crois que c'est un deuxième sujet qu'on ne peut pas non plus laisser dire comme ça. C'est-à-dire que dans une stratégie de gestion patrimoniale, la règle de la diversification est un sujet qui est extrêmement important. Dire que aujourd'hui, investir dans des startups ne rentre pas dans une gestion patrimoniale qui est optimale, ça va dépendre des cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Je suis désolé, mais qu'on peut en mettre une petite partie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tout à fait recommandé en termes de diversification. C'est la clé de la réussite du développement de son patrimoine. Cependant, les montants sur lesquels on discute aujourd'hui sont tellement infimes par rapport à l'enjeu de l'épargne des Français que ça ne va absolument pas répondre aux besoins de développement du patrimoine des Français. Donc ça, je suis désolé. Vous regardez, aujourd'hui, le contrat d'assurance vie moyen en France, c'est 15 000 € en termes de souscription. Les montants moyens investis sur le crowdfunding, c'est 2 500 €. Je ne suis pas en train de dire ce que vous faites est mal. Je suis en train de dire qu'en fait, ça ne répond pas à un besoin aujourd'hui majeur. Moi, je vais vous dire un deuxième point qui est extrêmement important. On a fait une analyse chez bienpouvoir.fr, on a fait une infographie qu'on a sortie en exclusivité hier, qui prouve que les FIP FCPI, qui sont ces placements défiscalisants depuis 97, gérés par les meilleurs de la place financière à Paris, ont généré une performance négative depuis 1987 de 3%. Pour quelle raison ? Alors, vous allez me dire, c'est pour les frais. Mais il faut bien faire fonctionner les gens. Alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous ne croyez pas que pour bien conseiller les épargnants, vous n'allez pas devoir un peu aller vous aussi dans l'intermédiation et devenir des gérants d'une certaine manière? Sinon, on va à la catastrophe. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas le recul. À la catastrophe, peut-être pas. Mais Vincent Kutkovic, très concrètement, on va dire, si quand même on investit un petit peu, on se dit, voilà, dans la question de la diversification, je prends quand même un petit bout de mon patrimoine et j'investis. Mais c'est pas un sujet de diversification. C'est un sujet, on le fait pour aider une entreprise. On le fait pas pour diversifier son patrimoine. À quoi faut-il faire attention? Très concrètement, qu'est-ce qu'on regarde? Même si effectivement il y a toutes les informations sur les sites internet, à quoi faut-il faire attention? Puisqu'on est quand même, vous le disiez, dans
un investissement à risque, dans un investissement risqué, comme il en existe beaucoup d'autres. Je pense que d'emblée, il faut essayer de comprendre quel est le couple rendement-risque que promet en fait l'entreprise ou la plateforme. Il faut effectivement voir si cette plateforme est totalement transparente sur les risques, ce qui, de mon point de vue, n'est pas fait correctement aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on explique bien les risques, les avantages, les risques, il y a pas. Je pense qu'on peut commencer à s'intéresser à la question. Le problème, c'est que moi, si je suis un investisseur lambda, je ne connais pas le métier de l'entreprise que je vais aider. Et donc, il faut voir de quelle manière la plateforme va éventuellement aider l'investisseur à orienter son argent en fonction de ses sensibilités, de son expérience professionnelle, etc. Et voir quel est éventuellement ce que met en place la structure d'intermédiation, parce que c'en est une, pour finalement accompagner l'investisseur. S'il n'y a pas d'accompagnement, je pense que c'est dangereux. Mais ceci dit, c'est ce qui va être développé et encadré par la nouvelle réglementation. Stéphanie Sabel. Je peux. Oui, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est normal qu'on s'affronte un peu parce que on est sur un sujet qui titille beaucoup et beaucoup de gens réagissent au développement du crowdfunding. Alors, pour comparer les chiffres, vous parlez de l'épargne des Français, vous parlez de l'activité du crowdfunding, c'est infime. Oui, c'est infime, mais c'est en pleine croissance. Et puis, c'est une activité récente. Donc, on ne peut pas comparer l'activité du crowdfunding avec une activité en place, gérée plus ou moins de façon efficace par les acteurs institutionnels. Donc il faut un peu prendre du recul. Je crois, et ça me paraît fondamental, ça fait 5 ans que je suis dans ce métier, ça fait 5 ans que je côtoie de près des startups. Le besoin de financement des startups est phénoménal. Et si on veut orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle, je cite un tout petit peu Montebourg lors de la fête du crowdfunding, orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle, vers la création d'emplois et vers des entreprises locales made in France, on a besoin de toutes les sources de financement. Et je crois un peu stérile, finalement, de se tirer un peu dans les pattes les uns les autres. Il faut pas mal me comprendre, vous avez tout à fait raison. Le seul problème, c'est qu'en fait, je pense qu'on a trop donné, on a mis la lumière sur les entreprises qui ont besoin de fonds propres. Et ça, vous réglez la question en partie. Le problème, c'est que dans tout ce débat-là, personne s'est préoccupé de l'enjeu pour les épargnants. Et je pense que ça manque encore dans l'ordonnance actuelle. C'est ça le sujet. Moi, je me place du côté des épargnants, c'est mon métier. Oui, bien sûr, c'est votre métier. Et nous, le nôtre, c'est de réconcilier les Français avec l'économie réelle. Et aujourd'hui, on manque peut-être un peu de recul, effectivement, pour voir ce qu'a à y gagner l'épargnant, l'investisseur dans le financement participatif. Je voudrais juste préciser un tout petit point. Vous avez dit effectivement que la rentabilité de cette activité était négative, elle n'est pas négative que pour... On parlait des FIP FCPI. FIP FCPI, de façon générale, pour tous les acteurs qui interviennent, ils sont rares, mais ils commencent à apparaître un peu, qui interviennent sur cette phase des débuts de la vie de l'entreprise, l'activité est non rentable. C'est pour ça que les fonds privés, les sociétés de gestion ne vont pas sur le financement de l'amorçage et ne vont pas sur le financement jusqu'à 1 million d'euros, parce que c'est pas rentable. Alors que... si on veut servir 15% à ses actionnaires, effectivement, il ne faut pas y aller. Je suis pas d'accord. On laisse tomber des entreprises qui meurent. Donc, le métier des business angels est de financer 10 entreprises et d'espérer qu'il y en ait une sur les 10 qui réussissent. Donc elles le font. D'ailleurs, ce qui a marché dans les fonds, les seuls fonds qui ont bien fonctionné dans le FIP FCPI, c'est ceux qui avaient une vision sur les entreprises innovantes, sur les PME innovantes. Les seuls qui sont en tête de course, c'est ceux-là. Mais voilà. Donc c'est bien que finalement on a déjà commencé à y répondre depuis 97. On aurait pu peut-être remonter un peu plus loin en amont. Oui, mais ce sujet, je suis désolé, vous le traitez pas aujourd'hui. Mais personne ne le traite. Il y a 657 FIP FCPI qui ont été créés depuis 1997, donc vous n'arrivez pas par hasard sur ce métier-là. Mais non, mais personne ne le traite. Quand vous dites qu'il y a une entreprise dans l'activité des business angels qui réussit, c'est pas parce qu'il y en a une qui réussit que l'activité n'est pas rentable in fine. Donc on n'a pas la prétention non plus de régler tous les problèmes du financement des startups. Je crois juste, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est normal. Je crois juste qu'on doit tous, les uns et les autres, les acteurs du financement, se prendre en main et agir là-dessus. Alors, Benoît Bazeux, il y a quelque chose d'important aussi, parce que là, l'ordonnance, donc c'est juillet, mise en place octobre 2015, donc finalement ça va assez vite, ça contente en tout cas assez tout le monde du financement participatif. Ceci dit, justement, c'est quelque chose qui évolue très rapidement. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, il faut que ce soit un cadre réglementaire qui sache évoluer aussi avec l'évolution du financement participatif. Puis il y a autre chose aussi sur lequel je vais m'appuyer, on est en plein dans l'actualité, la question au niveau européen, parce que la France, on est un peu précurseur, mais quand on va regarder au niveau européen, ça va être encore autre chose. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Tout à fait. Alors c'est parti pour aller dans le bon sens, puisque la Commission européenne a décidé qu'il fallait développer et favoriser le crowdfunding pour 2 raisons. La raison, c'est le financement de l'économie, mais c'est aussi la capacité des épargnants à aller choisir eux-mêmes leurs investissements, et je crois que c'est le débat qui est ouvert aujourd'hui. Là-dessus, effectivement, la réglementation française
telle qu'on l'a adaptée, c'est inscrite dans un cadre européen qui est très contraignant parce qu'il n'a tout simplement pas prévu Internet. Et donc il y a le projet de la Commission européenne de reprendre la réglementation. Et ça, c'est un sujet qui réglementation française. La réglementation européenne. C'est-à-dire pour créer un cadre unifié, harmonisé pour l'ensemble des plateformes. On a fait une réunion la semaine dernière à Paris, réunissant une quarantaine de plateformes européennes d'investissement en capital. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y a des disparités d'application de la réglementation européenne dans les pays qui n'est pas tenable en fait pour pouvoir avoir des opérations au niveau européen. Allez, on va terminer rapidement d'un mot, Vincent Kutkowitz. Que faudrait-il changer, selon vous, aujourd'hui, pour que ce soit plus intéressant du côté des épargnants et qu'il y ait un peu plus d'un tiers des Français qui s'intéressent au financement participatif ? Je pense que c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est un métier de financer une entreprise, de participer au financement d'une entreprise. Donc, je pense qu'on peut pas s'improviser comme ça, investisseur. Donc, très franchement, je pense que il n'y a pas grand-chose à changer aujourd'hui. Je pense qu'il faut absolument faire en sorte que les Français puissent aller vers des produits d'épargne qui leur donnent du sens. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que ce que va nous apporter aujourd'hui le crowdfunding, c'est qu'à l'ensemble de l'industrie, on va pouvoir donner peut-être, il y a une sorte de champ concurrentiel nouveau qui se crée. On va donner plus de sens aux produits d'épargne qui sont créés par les structureurs. Mais voilà, je pense que c'est ça l'apport du crowdfunding. Maintenant, c'est déjà très bien. Moi, je peux vous dire que nous, on le fait déjà depuis 2008, bienprévoir.fr. On finance des entreprises, des grosses sociétés. Et après, c'est toute la question des financements solidaires, etc. Et c'est déjà très difficile, même quand vous avez en face de vous une très grosse marque comme Peugeot, de trouver des gens qui sont prêts à financer la dette de Peugeot avec un rendement de 5 ou 6%. C'est déjà très difficile. Alors, j'imagine que là, ça va être très compliqué. En tout cas, il faut que le couple rendement-risque apparaisse de façon plus claire sur ces plateformes-là. Alors, malheureusement, c'est terminé. Pardon ? Quelques secondes pour un chiffre. 10 secondes. 10 secondes. Savez-vous combien par an les Français jouent dans les jeux de hasard qui sont a priori assez risqués, qui ne travaillent pas pour l'épargne ? 44 milliards d'euros. Vous n'avez peut-être pas les mêmes clients, je pense. C'est peut-être pas le même marché. Vous avez vu le dernier gagnant, il a gagné 1 million, il a gagné 100 millions, il en a donné la moitié à des associations. Comme quoi, tout espoir est permis. Voilà, pour ne pas payer l'ISF, peut-être. Sur l'actualité. Peut-être. Oh, vous êtes mauvaise langue. Vincent Kutkowitz, directeur général et cofondateur de bienprévoir.fr. Merci beaucoup à vous. Stéphanie Savel, présidente du directoire de Viside, et Benoît Bazoki, fondateur et président de Smart Angels. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Restez avec nous sur BFM Business. Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.